Donc, François Bousquet. Alors, François Bousquet est un journaliste. Alors, je vais même parler de ses études. Il a fait des études de lettres à la Sorbonne, des maîtrises de lettres modernes à la Sorbonne. Ensuite, il est tout de suite devenu éditeur et journaliste. Éditeur, il l'a été avec Dimitri dans le cadre des éditions de l'Âge d'Homme, qui a été l'un des tout derniers éditeurs indépendants français et qui a publié d'excellentes choses. C'était un Serbe qui s'est beaucoup battu pour son propre pays. Puis François a fait une carrière journalistique à la fois à Valeurs Actuelles et à Spectacle du Monde. Et il est aujourd'hui le rédacteur en chef adjoint de la revue Éléments, que vous avez vu, puisque ses collègues sont venus ici à l'occasion de la présentation par Alain Benoît de son livre sur les droits de l'homme, qui était donc notre tout premier conférencier. Alors François Bousquet, outre ses qualités de polygraphe, et aime aussi les gens un peu exceptionnels, et il a beaucoup écrit sur des gens exceptionnels et un peu impertinents, puisqu'il a écrit sur Alain Benoît, puisqu'il a accouché Alain Benoît de ses mémoires. Il a fait la maïeutique d'Alain Benoît. Il a écrit un peu pour Jacques Vergès. Il a écrit sur Jean Edernalier, avec lequel il a collaboré. Et puis il vient d'écrire donc sur Patrick Buisson, qui n'est pas moins sulfureux que les précédents, et qui est en tout cas le dernier sulfureux à la mode, on va dire. Voilà. Donc je vais maintenant lui laisser la parole. Il va nous parler des idées en fait de Patrick Buisson et de cette fameuse ligne Buisson dont on a beaucoup dit à la fois qu'elle avait permis à Nicolas Sarkozy de remporter l'élection présidentielle de 2007, et on a beaucoup dit qu'il lui avait fait perdre en 2012, ce que personnellement je ne crois pas. Je crois que s'il a terminé à 48,5 et pas à 45, c'est parce que justement il a maintenu la ligne Buisson, mais un peu tardivement. Voilà. Merci Alain. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, je ne suis pas Patrick Buisson, vous l'avez vu, ni non plus son hologramme. Je suis seulement son biographe. Donc Patrick Buisson, bien sûr, s'excuse de ne pas pouvoir être là, mais... Ça va, vous m'entendez? Il faut que tu te rapproches du micro, il faut que tu baisses la tête. Ouais. Tu veux qu'on te le mette sur... Là, vous m'entendez? On va le mettre sur des livres. Alors, donc un mot d'abord sur Patrick Buisson pour liquider les idées reçues qu'on véhicule sur lui. On a fait de Patrick Buisson, enfin il faut oublier la figure médiatique, le croque-mitaine de l'éminence grise, pour ne pas dire l'éminence noire, moitié Raspoutine, moitié Hibernatus des droites extrêmes, venu venger les fantômes de l'histoire de 1789, 1944 ou 1962. Il faut oublier ce Buisson, c'est un personnage maléfique, manipulateur et machiavélique, qui nourrit les plus noirs desseins et qui a œuvré au retour des Bourbons dans les bagages de Sarkozy en 2007. En réalité, Buisson n'est pas ça. De la même manière qu'il n'est pas le personnage déloyal qu'on a fait de lui, il n'est pas affligé d'une espionnite aiguë. En réalité, on a redoublé le procès en sorcellerie qu'on lui a fait, après 2012 en particulier, par un procès en escroquerie. C'est l'affaire des sondages de l'Élysée. Et en gros, on ne tombe pas tous les jours en fait, sur une perle aussi rare, sur un oiseau aussi rare, charognard de surcroît. Donc c'est ce buisson-là que, évidemment, j'ai voulu... c'est l'image de ce buisson-là que j'ai voulu gommer dans le livre. C'est aussi un exercice d'admiration, mais ça n'est pas que ça. C'est un livre sur cette fameuse ligne Buisson, et essayer de montrer en quoi elle a été opératoire par le passé, et en quoi elle peut être opératoire de nouveau à l'avenir. Et j'en parlerai en conclusion, ce sera ma conclusion sur le Front National et Fillon, bien sûr. Alors, qui est Patrick Buisson? Très brièvement, avant d'en venir à la ligne Buisson, le dernier Lévi-Strauss, qui était également un personnage assez sulfureux, Lévi-Strauss, en dépit de sa notoriété mondiale, se définissait comme un anarchiste de droite, Lévi-Strauss, mais fidèle à Marx, fidèle à ses engagements de jeunesse. Et on peut dire de Buisson, au fond, que c'est aussi un anarchiste de droite, mais lui, il est fidèle à Gramsci. Sa première fidélité va à Gramsci, qu'il a découvert grâce à Alain Benoît et la Nouvelle Droite, c'est-à-dire c'est le théoricien du combat culturel, de l'hégémonie culturelle. L'univers mental de Buisson, c'est évidemment le catholicisme social, les grands auteurs chrétiens, le maurassisme, peu ou prou, mais moins qu'on ne le croit. Et c'est plutôt donc cette famille royaliste, qui est ce que Max Weber appelait, qui est attachée à l'autorité de l'éternel hier, selon le mot de Max Weber.
Donc Buisson est un homme de droite, hein, et c'est un homme qui continue de se réclamer de la droite. On peut même dire qu'il se réclame d'une droite de droite. Bourdieu appelait de ses voeux une gauche de gauche. Hein. Eh bien Buisson appelle de ses voeux une droite de droite, une droite qui s'assume en tant que telle. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur le dépassement du clivage droite-gauche, hein, et nous-mêmes à Éléments, en particulier à travers le dernier livre d'Alain Benoît sur le moment populiste, hein, nous avons beaucoup parlé de ce dépassement de clivage. Hein. Et la plupart des penseurs originaux aujourd'hui en France, vous les connaissez, c'est Michéa, c'est des gens comme Christophe Guilluy, comme Alain de Benoît, bien sûr, que je viens de citer. Ces gens-là pensent qu'au clivage horizontal, donc le clivage qui commandait, qui informait le paysage politique en France, donc de droite à gauche, hein, c'est substitué à un clivage vertical, hein, donc de bas en haut et de haut en bas, de la France d'en bas contre la France des élites. Hein. Eh bien, Buisson est assez réservé, assez sceptique. Il pense que le clivage droite-gauche perdure parce qu'il tient par la force d'inertie, par les habitudes. Hein. Donc, il est très attaché au maintien de ce clivage droite-gauche. Hein, et lui-même se définit comme un homme de droite. Hein. Si on peut dire qu'il y a un leitmotiv qui scande cette vie politique, c'est-à-dire une biographie qui dure sur 30 à 40 ans chez Buisson, des années minutes jusqu'aux années Sarkozy, c'est le thème de l'union des droites. Hein. Alors j'en parlerai dans le cours de mon intervention de cette union des droites, mais chez Buisson, ça va prendre la forme dans les années 80. À l'époque, il est journaliste, grand reporter, puis directeur de Minute, hein, en 86-87. Hein. C'est le pari qu'on peut créer une coalition des droites, hein, RPR, UDF, Front National. Hein. Au seuil, au tournant des années 80-90, il évolue. Il est beaucoup plus critique à l'égard du Front National. Il se rapproche de Villiers. Et Villiers est sûrement la personnalité politique de laquelle il est le plus proche. Hein. Attachement à la chouannerie, aux guerres de Vendée, aux ordres sacrificiels, l'Église, l'armée. Donc il s'est vraiment retrouvé en Villiers. Donc dans les années 90, Buisson dirige Valeurs Actuelles et il va s'occuper de la campagne des Européennes de Villiers en 94. Villiers va faire 12%. C'est un score. Il va talonner le RPR UDF, la liste RPR UDF. Hein. Et dans les années 90, l'union des droites évolue chez Buisson. En réalité, il va porter la contestation au sein de la majorité. En fait, il va introduire, avec Villiers, ils vont introduire le grand thème de ces années-là, qui est le thème du souverainisme au sein de la majorité. Donc c'est une forme de dissidence, mais de dissidence dans les murs, là, pour le coup. Et les années 2000, chez Buisson, ce sont les années LCI, c'est les années de la notabilisation. Il devient l'animateur vedette de LCI. À l'époque, c'est la seule chaîne d'infos en continu qui est regardée par tous les prescripteurs d'opinion. Et lui, c'est le journaliste vedette de cette chaîne. Hein. Et ça coïncide évidemment avec les années Sarkozy. Et là, la ligne Buisson va prendre une forme très particulière, c'est qu'il va subvertir la majorité. Donc je vais en parler désormais. C'est donc le grand tour de force de Buisson, en fait. Hein. C'est qu'il va parvenir à porter une parole dissidente au cœur du pouvoir, à la tête de l'État. Donc il va parvenir à porter au cœur de l'État cette fameuse ligne Buisson. En quoi consiste cette ligne Buisson ? Cette ligne Buisson ? Eh bien, elle a deux volets, cette ligne Buisson. Elle a un volet politique. Hein. Ce volet politique, c'est un volet de stratégie électorale. Il est central pour Sarkozy. Je vais y revenir. Et il a un volet qui est beaucoup plus important parce qu'il s'inscrit dans la durée et il est transcourant en quelque sorte. C'est un volet métapolitique. Hein. Alors, en quoi consiste ce volet politique de la campagne Buisson ? Eh bien, Buisson prend conscience très tôt, dans les années 2000. Dans les années 2000, prévaut dans les instituts de sondage, dans les cabinets de conseil politique, parmi les éditorialistes, qu'une élection, en tout cas la présidentielle, vous m'entendez ou ouais. Donc la grande idée en termes de stratégie électorale, donc, pour le volet politique de la ligne Buisson, c'est qu'au tournant des années 90-2000, on n'a pas de perception du Front National. On ne comprend absolument pas le Front National chez les sondeurs. On ne s'explique pas le vote du Front National, parce que les travaux de Guilluy, qui sont centraux et décisifs, n'ont pas été produits, n'ont pas été délivrés. Donc on n'arrive pas à comprendre que les départements de la petite couronne parisienne, dans lesquels le Front National faisait des bons scores dans les années 80, et puis voir un effondrement, une érosion du socle électoral du Front National, et on ne comprenait pas pourquoi le vote Front National se développait dans la France périphérique, hein, ce qu'on a appelé entre autres le vote TGV. On ne comprenait pas pourquoi, tout au long de la ligne TGV, Paris, Orléans, Blois, Tours, les candidats Front National faisaient des gros scores dans les années 90. Hein. Donc les sondeurs n'ont aucune perception en réalité du vote Front National. Hein. Ils n'ont pas pris la mesure de ce que les Américains appellent le white flag. Hein. Aux États-Unis, dans les années 60, les petits blancs, ce qu'on appelle les petits blancs, ont quitté les centres-villes, hein, pour s'installer, pour voter avec leurs pieds, s'installer dans des banlieues pavillonnières, ce qu'on appelle aux États-Unis suburbia, quoi, donc les villes suburbaines. Hein.
il va se produire le même phénomène des années 80 en France. Les ouvriers employés quittent la petite couronne parisienne pour s'installer dans la France pavillonnaire et périphérique, où ils vont voter Front National. Il y a très peu d'immigrés, donc on n'arrive pas à comprendre l'articulation d'un vote Front National à l'absence d'immigrés. Non, c'est très précisément des gens qui quittent les banlieues de l'immigration pour se protéger culturellement de l'immigration. Et ils vont donc faire le choix de voter Front National. Donc Buisson perçoit ça. Il perçoit surtout une idée qui est très importante. On est convaincu depuis 30 ans en France, à ce moment-là, qu'une élection se gagne au centre. C'est le grand thème giscardien de 2 Français sur 3. Et exception faite de l'élection de 81, de fait, toutes les élections ont été gagnées au centre par une offre politique très marketée et écrite par des spin-doctors et des cabinets de consultants et des communicants. Et avec une offre un petit peu ce que fait Macron aujourd'hui, une offre centriste, un peu molle et composite, dans laquelle peuvent se reconnaître le centre-gauche et le centre-droit. Et Buisson dit non, c'est l'inverse, il faut faire le pari inverse. Il convainc Sarkozy de faire le pari inverse. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un discours consensuel, il faut avoir un discours dissensuel. Il faut aller porter une parole clivante et non pas fédératrice. Il ne faut pas s'adresser à la France des centres-villes, mais à la France de la périphérie. Il ne faut pas faire le calcul des élites, mais le calcul du peuple. Et qu'en gros, une élection se gagne au peuple. Elle ne se gagne pas au centre, elle se gagne au peuple. Donc la chose qui est vraiment passionnante dans l'élection de 2007, et ça a échappé à beaucoup d'entre nous, c'est que Buisson va reproduire ce que Karl Rove avait fait avec George Bush en 2004. Karl Rove, en fait, il a convaincu en 2004 George Bush, après donc l'échec de l'invasion de l'Irak, donc une réélection qui était problématique, en tout cas au départ, d'optimiser son socle électoral habituel, donc l'Amérique conservatrice, plutôt religieuse, et de l'adosser à des catégories plus radicalisées, les catégories populaires. Et c'est ce que Buisson va faire, en fait. Buisson va convaincre Sarkozy de désenclaver sociologiquement la droite conservatrice traditionnelle, qui est plutôt catholique en France, enfin, vous la connaissez, qui est plutôt provinciale, ou en tout cas c'est l'Est parisien, mais qui ne fait pas une majorité. Cette droite-là permet de gagner une primaire, indiscutablement, mais elle ne permet pas de gagner une présidentielle. Donc Buisson va convaincre Sarkozy, là on est en 2005-2007, d'y adjoindre la France des catégories populaires, donc la France populiste en réalité. Et le grand mérite, la grande vertu de la ligne de Buisson, c'est en termes électoraux, donc en termes d'opportunité électorale, c'est de parvenir à fusionner les deux électorats, donc l'électorat conservateur traditionnel, l'électorat Non, mais ouais. Continue. Ouais, l'électorat conservateur traditionnel. Si je parle plus fort, vous m'entendez? Non. Ouais. Allez. Hop, donc Buisson va convaincre Sarkozy d'opérer la jonction du populaire et du régalien, des conservateurs et des populistes. Et il va le convaincre en 2007. Et en 2012. Et rappelez-vous, l'étiage de la droite de gouvernement, des partis centraux de droite, l'étiage chiracien, c'est 18, 19, 20%. En fait, le candidat gagne l'élection présidentielle avec 20% des voix. En 2007, Sarkozy est à 32 ou 33%. Donc c'est en fait Sarkozy qui gagne le second tour dès le premier tour. Grâce à cette fusion des deux électorats populaires et populistes et conservateurs. Alors Buisson fait le calcul très tôt, là c'est toujours la ligne Buisson, le calcul très tôt, alors ça va surprendre certains d'entre vous, c'est que primo, le Front National ne peut pas gagner la présidentielle. Et j'y reviendrai sur la question du Front National. Mais secondo, les partis de gouvernement, en l'occurrence l'UMP, ne peut pas gagner la présidentielle sans l'apport de voix du Front National. Et tertio, il y a une homogénéisation croissante des électorats UMP, LR et Front National. Et on le voit dans les sondages, dans les intentions de report de voix et de désistement. Dans les cas de désistement, les gens du Front National sont disposés à voter de plus en plus souvent LR et vice-versa. Alors simplement une petite parenthèse sur la question du Front National. Buisson a conseillé pas mal d'hommes politiques dans les années 80, Gaudin, etc., Séguin, Villiers, bien sûr, mais aussi Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret. C'est lui qui va convaincre Bruno Maigret d'entrer au Front National, en 86, un petit peu avant, je crois. Mais assez rapidement, Buisson fait le constat suivant. On est au tournant des années 80-90. C'est que le Front National, en tout cas le premier Front National, le Front National de Jean-Marie Le Pen, ne veut pas du pouvoir. C'est un constat qu'il fait assez tôt, assez prématurément. Sur quelle base s'appuie-t-il pour énoncer un tel jugement ? Et bien qu'en réalité, le Front National s'approche, reproduit un petit peu le geste, le comportement d'échec, le comportement de fuite du Parti communiste, de Thorez jusqu'à Marché. Il y a un bouquin de Jean Baudrillard que je vous recommande qui s'appelle La gauche divine, dans lequel Baudrillard revient sur l'échec du PCF en France, qui est un parti à 25% comme le Front National, plus que le Front National de Jean-Marie Le Pen, mais qui va vers le pouvoir à reculons. Donc ce qu'on appelle en psychanalyse une névrose d'échec.
Et donc Buisson s'interroge sur cette névrose d'échec de Le Pen. Est-ce qu'elle tient à la personnalité donc, de son leader charismatique, Jean-Marie Le Pen, hein, ou est-ce qu'elle tient à des impasses, ou en tout cas des ambiguïtés de ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque le populisme, hein. Ça, question sur laquelle je reviendrai. Mais le constat est le suivant, c'est qu'en réalité, le Front National n'arrive même pas à constituer dans ces années-là une minorité de blocage, hein, parce qu'il ne veut pas être une force d'appoint politique, hein, dans une coalition des droites, hein, mais en définitive, c'est lui qui se trouve bloqué. Et en fait, ce système de paralysie, vous l'avez tous constaté, a culminé le 21 avril 2002. Ça a été un film d'horreur à grand spectacle pour tous les Français. Il y a 18% des Français qui ont adoré, mais il y a 82% des Français qui ont détesté. Donc c'est tout le problème que soulève aux yeux de Buisson le populisme, hein. Donc à partir de là, pour des choix d'opportunité électorale, mais pas que, il va faire le choix de rejoindre Philippe de Villiers et de s'éloigner du Front National, hein. Mais plus largement, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est un sujet qui, je crois, qui est passionnant. C'est que les historiens du populisme le font remonter à l'épisode boulangiste, hein, qui a été une fièvre, une poussée de fièvre qui est brutalement retombée. Mais en fait, il y a une très longue histoire du populisme, hein, et on passe à côté d'elle, je crois, pour comprendre le phénomène populiste, hein. Et il y a un populisme avant le populisme, il y a un populisme sous l'Ancien Régime. Ce populisme, c'est ce qu'on appelait les émotions d'Ancien Régime, hein. Il y a un immense massif de révoltes sous l'Ancien Régime qu'on a parfaitement négligé. Ce sont des protestations antifiscales, ce sont des révoltes frumentaires, et ce sont les grandes jacqueries paysannes, hein. Et il y a 2 à 3 siècles, c'est une très longue plainte, hein, qui égrène, hein, les provinces à l'égard de Paris, à l'égard des Tuileries, puis de Versailles, hein, et qui ne va jamais déboucher sur rien. Et je crois, mais c'est en débat, et il y a quelques contre-exemples récents qui vont me démentir, donc peut-être que nous en parlerons lorsque j'aurai fini mon intervention et que nous échangerons avec la salle. Je crois qu'il faut renverser pour définir l'essence du populisme, ce que le duc de Liancourt avait dit à Louis XVI, le 14 juillet 1789. Vous vous rappelez, après la prise de la Bastille, Louis XVI dit à Liancourt « c'est une révolte » et Liancourt lui dit « non, sire, c'est une révolution ». Mais il est possible que le phénomène populiste soit l'inverse, qu'il faille renverser les termes du discours. « C'est une révolution », « non, sire, c'est une révolte ». Et le propre des révoltes, c'est le propre de la révolte populaire, hein, de Boulanger à Poujade, hein, mais évidemment il y a le contre-exemple Le Pen en France, hein, c'est de retomber. La colère retombe, donc elle a du mal à s'inscrire dans la durée. Buisson ne fait pas cette lecture-là en les termes dans lesquels je vous la soumets, mais pour autant, il s'interroge sur la capacité des populistes à prendre le pouvoir, hein. Alors les contre-exemples, vous les connaissez tous, ils sont récents, et ils sont très nombreux, du Brexit, hein, jusqu'à Trump, hein, en passant par la poussée populiste en Europe, en Mitteleuropa, en Europe centrale, hein, ou dans l'Europe des pays du Nord. Donc il y a beaucoup de contre-exemples, et il est possible que cette lecture que fait Buisson depuis très longtemps ne soit plus opératoire, et qu'aujourd'hui, il est possible que le temps du populisme soit venu. Autre chose qui est très importante, mais après j'en aurai fini avec la dimension politique de Agnès Buisson, et cette dimension-là va ouvrir donc le second chapitre. Le second chapitre, c'est la dimension métapolitique de cette ligne. C'est que les cabinets de conseil politique, hein, ont imposé un discours totalement marketé aux candidats. Donc produits composites, produits centrés et produits mous. On ne parle pas de mythe politique, hein. Or, Buisson, et c'est la période qui est centrale chez Buisson, parce que c'est la période où il arrive à imposer ses idées, en fait, hein. C'est la période 2005-2007. Hein. Et qu'est-ce qu'il va imposer dans ses idées? C'est un recours à la puissance du symbole, à la puissance des mots, à la puissance des représentations, à la puissance des mythes politiques, hein. Donc il va convaincre Sarkozy en 2005-2007, hein, de faire un tour de France des grands lieux patrimoniaux. Ça commence au Mont-Saint-Michel, et puis après il va y avoir une tournée étape à Vézelay, etc. Mais il va le convaincre de remettre au centre du discours politique la puissance du mythe, la puissance mobilisatrice du mythe, hein. Bref, le mythe continue, l'imaginaire collectif, hein, est encore opératoire, hein. Et donc d'où le succès, entre autres, de Sarkozy. Ça va se traduire, mais j'y reviendrai, par l'imposition du thème de l'identité. Donc ça, c'est la partie politique, hein, qui est la partie qui est intéressante en termes d'opportunité électorale, hein. Je pense qu'à la fois pour Fillon et à la fois pour Marine Le Pen, hein, l'un des deux qui va s'imposer, il semblerait que ce soit Marine Le Pen, hein, devra automatiquement passer par l'articulation de cette ligne Buisson, c'est-à-dire le désenclavement d'une droite plutôt catholique, celle de la Manif pour tous, hein, adossée aux catégories populaires. C'est la seule manière de gagner une élection, il n'y en a pas d'autre, hein, me semble-t-il, hein. Je suis un peu catégorique, mais peut-être nous en parlerons, quoi. Donc le deuxième, c'est un dispositif à deux coups, donc cette ligne, hein. Le deuxième volet de cette ligne, c'est bien sûr sa dimension métapolitique, hein.
Alors cette dimension métapolitique, Buisson, ses deux maîtres, c'est aussi un littéraire, hein, c'est un mélomane, mais c'est d'abord un historien, Buisson. Donc il dirige aujourd'hui la chaîne Histoire, excellente chaîne. Hein. Et ces deux maîtres, hein, les deux maîtres qui ont compté dans sa vie, c'est Raoul Girardet et Philippe Ariès. Hein. Philippe Ariès, c'est un historien de droite, hein, Algérie française, hein, mais enfin qui se réclamait de l'école des Annales. L'école des Annales était plutôt perçue comme une école de gauche, une école historique et historienne de gauche. Hein, et il va renouveler complètement le champ de l'histoire des mentalités. Ses travaux sur la famille, sur la mort, sur l'enfance, hein, ont complètement renouvelé notre vision sur 2000 ans d'histoire, hein, de la perception de la mort, de l'enfance, etc., et de la famille. Donc ça, c'est un des maîtres de Buisson, mais il est donc très attaché à l'histoire des mentalités, Buisson. Et l'autre maître, c'est Raoul Girardet, dont le livre, qui est le livre de chevet des étudiants de Sciences Po, c'est les mythes politiques, hein, les mythes et mythologies politiques. Hein. Donc c'est pour montrer toujours la prégnance du mythe. Hein. Et à la lumière de ces deux penseurs, la dimension centrale de la ligne Buisson, c'est une guerre des représentations, en réalité. C'est ça la ligne Buisson, c'est une guerre culturelle qui est menée dans le champ politique. Hein. Et en termes marxistes, vous savez, les marxistes ont l'habitude de diviser le monde en superstructures et infrastructures. C'est les superstructures qui intéressent Buisson. C'est quoi les superstructures? C'est l'ensemble des productions non matérielles d'une société, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire la religion, c'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire la littérature, tout le champ culturel. Et c'est là qu'il faut porter le fer, pour éventuellement conquérir le pouvoir politiquement. Et Buisson a été très marqué par les travaux de Benoît et de la Nouvelle Droite. Hein. Et Benoît, à la fin des années 70, avait théorisé ce qu'il avait appelé à l'époque le gramscisme de droite. Hein. Donc un gramscisme de droite. Hein. C'est-à-dire de récupérer la lecture que Gramsci est emprisonné par Mussolini longuement, il écrit ses cahiers, ses cahiers de prison, et Gramsci s'interroge longuement sur l'échec du communisme en Italie. Pourquoi le communisme n'a pas fonctionné en Italie? Pourquoi ça n'a pas pris? Pourquoi c'est le fascisme qui a pris? Et une des conclusions, entre autres, de Gramsci, c'est que le fruit n'était pas mûr. Hein. La culture populaire n'était pas disposée, n'était pas conquise par le communisme, alors qu'elle l'a été par le fascisme. Hein. Et il fixe quantité de choses dans ces cahiers. C'est une œuvre d'une fécondité extraordinaire, les cahiers de Gramsci. Mais il y a aussi un chapitre donc, sur le combat culturel, sur ce que Gramsci appelle le concept d'hégémonie culturelle. Et ce concept d'hégémonie culturelle, chez Gramsci, et puis ensuite chez de Benoît, c'est le prélude à la prise de pouvoir politique. On ne peut pas prendre le pouvoir politiquement si on n'a pas préalablement conquis les cœurs et les esprits. Donc ça va être c'est la dimension centrale de la ligne Buisson, elle est là. Et il va réussir le tour de force en 2012, dans l'entretien de lancement de campagne de Sarkozy dans le Figaro Magazine, où Sarkozy fait un coming out et nous explique qu'il est gramscien. C'est la première fois qu'un homme politique s'aventure aussi loin sur ce terrain-là, mais ça nous renseigne sur l'emprise de Buisson, l'emprise que Buisson a exercée que pendant les périodes électorales, puisque après c'est un grand trou noir en fait. Hein. Le logiciel Buisson permet à Sarkozy de s'installer à l'Élysée, mais une fois que Sarkozy est installé à l'Élysée, bien sûr, il désinstalle le logiciel et il revient au cercle de la raison, c'est-à-dire à la Minc, le BHL au Quai d'Orsay, Kouchner au Quai d'Orsay. De plus près de ton, plus en face. Vous entendez mal ou pas? Ouais. Ça va? Derrière, au fond? Moyen, oui, non, il y a un problème de micro, ouais. Vous me dites, hein, vous me faites, et puis je vais coller au micro. C'est beaucoup mieux là? Oui. Ah ok. Ouais, il faut en effet. Mais c'est assourdissant pour l'intervenant, mais on s'y adapte. Hein. Oui, où en étais-je? Oui, sur le gramscisme. Le gramscisme de Sarko, qui était évidemment un gramscisme d'opportunisme et de cynisme. Et c'est une des grandes raisons de la beauté de la cause du peuple, le bouquin de Buisson, qui fait entendre une tonalité très désenchantée sur son expérience du pouvoir. Moi, je pense qu'elle est un peu trop sévère, mais on y reviendra. Alors, dans cette dimension métapolitique qui est la ligne Buisson, de la ligne Buisson, il y a une partie qui est centrale, c'est la question des tabous, c'est la question de la levée des tabous. Et les années 2005-2007 vont contribuer très largement à lever quantité de tabous et à mettre au sommet de l'État la question identitaire, qui n'avait pas droit de citer, à travers le thème de l'identité nationale. Quand Buisson a convaincu Sarkozy en 2007 de créer un ministère de l'identité nationale, ministère qui sera une coquille vide, bien sûr, qui va déboucher sur rien, tous les barons de l'UMP tombent sur Sarkozy, tous les journalistes tombent sur Sarkozy. On peut à la limite parler d'identité républicaine, mais en aucun cas d'identité nationale. Et il faut se rappeler du texte que Hugh Clinton a écrit sur je trouve le plus intéressant de Hugh Clinton, qui n'est pas le clash des citations, qui est « Qui sommes-nous »
Et Huntington s'interroge au lendemain de l'effondrement, au lendemain du 11 septembre, il s'interroge sur l'identité américaine. Et il dit la chose suivante, et je crois qu'elle est transposable en France, c'est qu'il y a un seul interdit, c'est l'identité centrale. Les entités infranationales sont autorisées aux États-Unis, donc les identités latino, juives, afro-américaines, et les identités supranationales, donc la citoyenneté mondiale. Mais jusqu'au 11 septembre, le seul interdit aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est très étrange de vous parler avec le micro collé sur la moustache, mais vous m'entendez, non? Ouais. Tu peux le mettre sur la barbe. Sur la barbe. Ouais. C'est comme le capitaine Haddock. Oui, donc Huntington s'interroge sur pour quelle raison c'est l'identité centrale et l'identité qui est proscrite en fait. Toutes les mémoires, ce qu'on appelle, l'historien appelle les mémoires meurtries, par exemple les mémoires coloniales en France, sont évidemment recommandées, autorisées. Les mémoires sexuelles, les identités sexuelles sont encouragées, l'identité homosexuelle est encouragée, mais pas l'identité centrale, donc l'identité nationale. Donc là, il fait voler en éclats un tabou et il convainc Sarkozy de s'y tenir. Et donc tout le pays, ce que Maurras appelait le pays légal, évidemment, leur tombe dessus et tombe sur Sarkozy et Buisson, mais toutes les enquêtes d'opinion plébiscitent cette thématique de l'identité nationale. C'est-à-dire que dès le lendemain, dans le Figaro est submergé pour des lecteurs pour féliciter le courage et l'audace de Sarkozy. Et en réalité, pourquoi c'est assez important, cette question du tabou? C'est que vous savez comment Carl Schmitt, grand lecteur, Buisson est aussi un lecteur de Carl Schmitt, il a eu accès à Carl Schmitt par la Nouvelle Droite, et évidemment de nouveau par de Benoît. Et Carl Schmitt définit la souveraineté par, je dis la phrase de Schmitt, est souverain, dit Carl Schmitt, celui qui décide de la situation d'exception. Et en vérité, là, c'est une souveraineté dans un deuxième temps. La souveraineté principale, c'est la souveraineté symbolique. C'est la production de la parole autorisée. En réalité, il y a une dimension religieuse dans la politique. Vous savez, dans la religion discrimine le pur de l'impur, le profane du privé et surtout l'interdit du licite. Eh bien, la politique procède à beaucoup d'égards de cette vision du monde religieuse. Et le maître du champ politique, c'est le maître du langage, c'est le maître de la parole autorisée, c'est le maître de la production de la parole autorisée. Donc c'est celui qui a la capacité de dire là est l'interdit et là est le licite, là est le totem et là est le tabou. Et il ne vous a pas échappé que dans les pays occidentaux, ce monopole de la parole autorisée est une prérogative, une privilégiature de la gauche morale, et d'elle seule. Donc tout le travail de Buisson auprès de Sarkozy, et j'en fais moi l'aveu tardi, ça ne m'a pas frappé dans ces années-là, mais aujourd'hui avec le recul c'est aveuglant, ça va consister à faire reculer le périmètre de l'interdit, le champ de l'interdit, à le faire reculer, donc sur des thématiques identitaires. Si l'identité aujourd'hui a droit de citer, je crois que ça le doit beaucoup aux années 2005-2007, Si le thème de l'insécurité culturelle, qui est le cœur des travaux de Guy Lui, et sur lequel s'appuie très largement le Front National, a droit de citer dans les médias, pas le Front National, mais ce thème-là, c'est également grâce au travail qu'a pu mener Buisson auprès de Sarkozy en 2005-2007. Donc évidemment, on sortira le ministère de l'identité nationale, qui sera totalement creux, mais ça, Buisson n'est pas vraiment surpris. Vous vous rappelez, Guy Mollet disait des communistes, les communistes ne sont pas tant à gauche qu'à l'est. Eh bien, on peut dire de Sarkozy qu'il n'est pas tant à droite qu'à l'ouest, c'est-à-dire une vision transatlantique, en tout cas atlantiste. Il est fasciné par la discrimination positive, et du reste, en 2007, une fois élu, il veut trianguler. Vous savez, la triangulation, c'est un peu un mantra des sondeurs et des politiques, c'est qu'on se fait élire par la droite pour faire une politique de gauche et vice-versa. Et en réalité, Buisson va pouvoir démontrer à Sarkozy que non seulement il n'aura aucun gain de voix à gauche, en triangulant, c'est-à-dire triangulant en mettant le Kouchner au Quai d'Orsay, par exemple, qui est une configuration de triangulation typique, mais il va perdre beaucoup de voix à droite. Donc ça ne marche pas. Donc avec Buisson, l'identité nationale retrouve le cœur de la décision politique qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Qu'est-ce qui donne de la légitimité à une idée? C'est l'énonciateur et le lieu d'énonciation. Là, en l'occurrence, l'énonciateur, c'est le candidat à la présidentielle, plus le président ensuite. Et le lieu d'énonciation, c'est le palais de l'Élysée. Donc bref, comment légitimer l'identité et la lecture identitaire du champ politique? Eh bien, la parole élyséenne la légitime. L'autre élément identitaire qui est central chez Buisson, qui surprendra certains d'entre vous vis-à-vis de la nouvelle droite et d'éléments, c'est que c'est le christianisme. Mais c'est aussi un christianisme identitaire. Vous avez vu, il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui sur le christianisme identitaire en France, énormément.
Et chez Buisson, en fait, il revendique qu'il n'est pas maurassien sur ce plan-là, mais il revendique une lecture identitaire du christianisme. Il pense que le christianisme est au cœur de la matrice européenne. C'est ce qu'il appelle une politique de civilisation, et cette politique de civilisation s'inscrit dans le christianisme. Et il fait assez rapidement le constat suivant. Les sociologues des religions aux États-Unis ont tendance à décrire un nouveau religieux aujourd'hui, un religieux à l'état gazeux, quoi. Et c'est quoi ce religieux à l'état gazeux? C'est ce qu'ils appellent la croyance sans l'appartenance. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire sans appartenir. Désormais, on croit au bouddhisme alors qu'on n'est pas hindou, ni chinois, ni tibétain. Donc en fait, c'est la séparation. Et Buisson fait la lecture inverse. C'est qu'il assiste depuis 10 ans à un retour de la religion, mais un retour identitaire de la religion. Et il s'en félicite. C'est-à-dire que c'est l'appartenance sans la croyance. En fait, c'est ça, le christianisme identitaire. C'est qu'on appartient à la communauté catholique. Éventuellement, on reçoit des sacrements, celui du baptême, celui de la mort, celui du mariage, sans pour autant croire. Donc c'est l'appartenance à l'univers du catholicisme sans forcément la croyance. Et donc il va essayer de convaincre Sarkozy, là aussi, d'affirmer les racines chrétiennes. Certains d'entre nous eussions aimé qu'il associe également les racines gréco-latines au patrimoine européen. Mais bref, on se redécouvre religieusement chrétien. Et il faut s'en féliciter, je crois que Buisson a raison sur ce plan-là. Donc vous connaissez, alors quel est le bilan des années Sarkozy, des années Buisson et Sarkozy? Eh bien, vous vous rappelez le mot de Georges Marchais sur le communisme. Georges Marchais disait que le bilan du communisme soviétique était globalement positif. Donc évidemment, le bilan de Buisson à l'Élysée est plus que négatif. Sarkozy n'a absolument rien changé. Le solde migratoire a même augmenté entre 2007 et 2012. La dette a explosé de manière vertigineuse. Sarkozy s'est aventuré très dangereusement en Libye, puisqu'en Libye, il a ouvert l'entonnoir libyen. C'est-à-dire, il a précipité de nouveaux flux migratoires. Donc, verre à moitié plein, verre à moitié vide. Il est à moitié vide, manifestement. En tout cas, si on imaginait que Buisson serait ministre de l'identité, non, à l'identité c'était Besson, triangulation, homme de gauche, à Bercy c'était Minc, c'était la politique de Minc, au Quai d'Orsay c'était Kouchner, à rue de Valois, au ministère de la Culture, c'était Frédéric Mitterrand, donc vraiment on est très loin du cœur électoral de la ligne Buisson, donc globalement c'est un échec, et ceux d'entre vous qui ont lu La cause du peuple, qui est vraiment un livre magnifiquement écrit, avec une langue altière, vraiment qui s'inscrit dans une longue tradition de chefs-d'œuvre mémorialistes en France, depuis le duc de Saint-Simon jusqu'à Régis Debray, quoi. Et je crois qu'on peut dire sans exagérer et sans abuser de superlatifs que ça relève, c'est un grand livre, pour ne pas dire un chef-d'œuvre. Me semble-t-il, en tout cas, ces dernières années, il domine la production intellectuelle, je crois. Le tien est bien aussi. On n'est pas dans la même catégorie, disons, voilà, mais lui, il est dans une catégorie supérieure. Et une des beautés de ce texte, c'est cette tonalité désenchantée, sombre et crépusculaire. C'est-à-dire que le conseiller n'a pesé qu'à la marge, en réalité. Il n'a rien pu imposer, absolument rien. Il a pu freiner certaines mesures que Sarkozy voulait imposer, en particulier des mesures qui relevaient de la discrimination positive, à laquelle Sarkozy est très attaché. Donc Buisson, ça a pu l'empêcher de le faire. Mais pour le reste, il a très peu pesé. Cela dit, moi je trouve que ce constat est assez sévère. Pourquoi? Parce que Sarkozy a été l'instrument, appelons-le comme vous voulez, l'instrument somnambulique, contrarié, inconscient, mais d'une parole transgressive. Et Buisson a été le ventriloque de cette parole, en réalité, en tant que ventriloque ou en tant que marionnettiste. Il a pu prêter à Sarkozy un certain nombre de propos qui ont permis d'ouvrir des portes et des brèches. Et en réalité, si Sarkozy a été le candidat de la rupture, il l'a été, me semble-t-il, sur un point qui est décisif. Il a contribué à lever les tabous et qu'il ait adopté cette stratégie par opportunisme électoral ne change rien à l'affaire, ni qu'il y a renoncé une fois élu. L'important, c'est qu'il ait rétréci le champ de l'interdit. Vous savez ce que les Américains disent? Les Américains parlent de la performativité de la parole, c'est-à-dire que pour les Américains, dire, c'est faire. Eh bien, à beaucoup d'égards, le dire buissonien ou buissonnier, je ne sais pas comment l'appeler, le dire de Patrick Buisson a été un faire. C'est-à-dire qu'une fois que la parole est dite, une fois que la parole est dite, la transgression est accomplie. Donc l'identité retrouve droit de cité. Alors on se situe aujourd'hui, cette ligne de Buisson, donc c'est une droite qui tord les murs. Cette droite tord les murs, elle va en gros de Laurent Wauquiez à Marion Maréchal-Le Pen. Et manifestement, en tout cas jusqu'il y a un mois ou deux, parce que ça ne nous a pas échappé, il y a un changement dans la campagne, un changement de ton dans la campagne de Marine Le Pen depuis un mois ou deux. Mais jusqu'il y a un mois ou deux, cette droite tord les murs est orpheline.
elle n'avait plus d'espace politique, en tout cas elle n'avait pas d'incarnation électorale. Il n'y avait pas d'offre de candidat entre Laurent Wauquiez et Marion Maréchal Le Pen. Donc c'était un no man's land, hein, et ça avait un côté un petit peu désespérant. Mais je pense que, et ce sera ma conclusion, je pense que cette ligne-là est toujours opératoire. Hein. Pourquoi je dis ça? C'est que le cas Fillon est très éclairant sur l'absence de la ligne Buisson. Je crois que Fillon s'est effondré dans les sondages bien avant l'affaire de Pénélope, du scandale autour de sa femme. Hein. Il s'est effondré dans les sondages le lendemain de son élection à la primaire, en fait, hein, avec l'affaire, le scandale sur la privatisation de la sécurité sociale. Hein. Et là, il y a eu une érosion subite de son socle électoral. Pourquoi? Parce que Fillon s'adresse il désenclave pas sociologiquement la droite traditionnelle conservatrice. Hein. Et cette droite-là, elle peut vous faire gagner une primaire, mais en aucun cas une présidentielle. Et le Front National, jusqu'à il y a peu, axait son discours que sur une dimension économique. Hein. Ce qui fait qu'on avait une perception faussée du Front National de Marine Le Pen, du second Front National. En général, le Front National de Jean-Marie Le Pen était sous-estimé dans les sondages. Hein. Il est donné à 12-13%, en 2002, il fait 17%. Hein. Et c'est exactement l'inverse qui se produit pour le Front National de Marine Le Pen. Elle est donnée, rappelez-vous, à 30%, et pas loin pour les régionales, elle fait beaucoup moins. Elle est donnée en décembre 2011 à 25%. Sarkozy est très bas dans les sondages à ce moment-là, et au final, elle fait, je crois, 17, hein, c'est 17. Hein. Donc, on a tendance à sous-évaluer le vote Front National de Jean-Marie Le Pen et à le surévaluer côté Marine Le Pen. Hein. Pourquoi? Parce que le Front National de Marine Le Pen a renoncé à ce qui a fait le succès, au capital symbolique du Front National, qui est un capital identitaire. Hein. Et qui perdurait dans l'imaginaire collectif comme une image rémanente. Hein. Comme l'image rémanente reste dans la rétine. Hein. Et depuis quelques mois, il semblerait que le Front National, en tout cas depuis le discours de Lyon, ait changé et ait pris conscience hein, que l'articulation du populaire et du régalien, du populiste et du conservateur, peut lui ouvrir, ce que je ne crois pas, mais on pourra peut-être en parler, les portes du pouvoir. Voilà donc pour vous montrer, me semble-t-il, à quel point je regrette que Buisson n'ait pas été là pour vous en faire part de par lui-même, parce que la chose qui, pour moi, qui m'a le plus fasciné avec Buisson, c'est que je l'ai rencontré en tant que journaliste en 2007, quand il avait sorti ses Années érotiques, hein, qui est un joyau de sociologie des comportements. C'est la période de l'occupation vue à travers les yeux de la brigade mondaine, hein, et il prend à rebours tous les clichés sur Vichy, vous savez, travail, famille, patrie. Et il montre que non, il y avait toute une part d'ombre qui apparaît dans les bouquins de Pascal Jardin sur le nain jaune, hein, qui était le conseiller, qui était le spin doctor, pour ainsi dire, le chef de cabinet de Laval. Hein. Il y a toute une dimension sexuelle, ce qu'on a appelé la collaboration horizontale. Et moi, je trouve que ce bouquin est génial. Hein. Et donc, je l'avais interrogé pour le spectacle du monde et j'ai été bluffé. La chose qui est plus bluffante chez Buisson, c'est deux choses, me semble-t-il. Hein. C'est la capacité à éclairer le réel, donc c'est les qualités d'intelligence. Hein. Mais après tout, elles sont presque secondaires. Hein. Ce qui est frappant, moi, je trouve, chez lui, c'est que c'est un effort de 30 à 40 ans. Donc, il y a une persévérance considérable. C'est plutôt un homme isolé. Il a des amis dans la presse, au Figaro, à Valeurs, ailleurs. Pour autant, il ne s'appuie pas sur un réseau. Il ne s'appuie pas sur le réseau catholique. Il ne s'appuie pas sur le réseau RPR, UDF ou Front National. Hein. Donc, c'est plutôt un homme seul. Hein. Et en 30 à 40 ans, il a réussi ce tour de force, à mon sens unique, à ce niveau de pouvoir. Hein. C'est que c'est un personnage hors du système. Quand vous avez dirigé Minute et que vous êtes Action française, mais surtout Algérie française, pardon, il n'y a aucune chance que vous accédiez au centre, au cœur du pouvoir, au cœur nucléaire du pouvoir. Lui, il y est parvenu. Donc vous avez remarqué que la plupart des dissidents du système font dissidence, font sécession dans le système. De Zemmour à Soral, hein, de Dieudonné à Finkielkraut. Je fais le grand écart délibérément. Ce sont des gens qui ont fait sécession dans le système, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le fichier central du système pour ensuite se retourner contre lui. Mais il y a quasiment, pour ainsi dire, personne, à ce niveau de pouvoir en tout cas, il n'y a personne qui vient en dehors du système et qui arrive à retourner le système. Donc on a pu dire de lui que c'était un trotskiste de droite. Et au fond, c'est le seul trotskisme de droite auquel on peut songer ces dernières années. C'est un trotskisme à drapeau déployé, comme disait le camarade Trotsky. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas renoncé à son passé, il n'a pas fait transformer son passé en passif. Au contraire, c'est son principal actif. Il s'assume en tant que tel, en tant qu'ex-patron de Minute, etc. Et à ce niveau de pouvoir, c'est assez exceptionnel. Donc c'est ça qui me frappe le plus chez lui, et qui me semble-t-il, alors évidemment je suis dans les éloges et les superlatifs, hein, je crois que cette œuvre-là les appelle, hein, c'est quasiment seul, il a pu amener une parole dissidente au cœur du pouvoir, au sommet du pouvoir,
et augurer d'un nouveau cycle historique qui est en train de s'ouvrir, qui est le grand cycle des deux blocs historiques qui sont en train de s'affronter aujourd'hui, me semble-t-il, et je conclurai là-dessus, qui est le bloc des diversitaires. De Benoît me corrigerait, il dirait le bloc des unitaires en réalité, parce que ces diversitaires font l'apologie du même, et le bloc des identitaires. En gros, ceux qui croient aux frontières et ceux qui veulent les faire sauter, et les frontières, c'est l'éternel casus belli. Et je crois qu'on peut dire que ces années 2005-2007 ont ouvert un nouveau cycle historique dont on va voir dans les prochaines années, peut-être les prochains mois, je ne crois pas, mais les prochaines années sûrement, en tout cas pour la France, les portes et les opportunités qui vont s'offrir à nous. Voilà, merci de votre attention.